Il est 13h à temps, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Canal 2 International, le journal de la mi-journée, dont voici les principales articulations. Déjà une douzaine de médailles glanées, rendues justement la troisième journée pour le compte des Jeux universitaires 2019 au Cameroun. L'INJS tient le flambeau actuellement avec 8 médailles, dont 5 en or. Dans ce journal, vous aurez le compte rendu des finales de la journée effectuées sur les sites de Banjul et de Fumban. 3 salles de classe du lycée bilingue des Singhi à l'air libre. Leur toiture a été emportée par la dernière pluie orageuse qui s'est abattue à Ebolova. La toiture arrachée a été déposée dans le voisinage. Les salles de classe victimes de cet orage sont celles qui préparent les examens de fin d'année, le BEPC en l'occurrence. Venu s'enquérir de l'état du sinistre, le sous-préfet d'Ebolova 2 a déploré les malfaçons et appelle l'implication des ingénieurs d'État dans les travaux de cet établissement. Du rugby à 13 pour les rugbymen camerounais et surtout pour la finalisation d'une équipe nationale. De nombreuses résolutions ont été prises et justement permettant de tracer un avenir radieux dans la prochaine compétition qui se défile. Et lors de la séance d'Assemblée générale, nous y étions à l'aide de notre envoyé spécial. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Nous ouvrons ce journal par une nécrologie. La famille Ngongan, dans le département du Mungo, est encore sous le choc après que leur petit-fils ait été écrasé sous une voiture. L'accident s'est produit alors que le petit Ngongan s'est dissimulé sous la voiture de grand-père et les mécaniciens, en effectuant les travaux de réfection de la voiture et en la vérifiant justement, les roues ont écrasé à mort ce petit âgé de 3 ans. Retour sur le lieu du deuil avec Moukoko et Emmanuel Ngomba. Tristesse et consternation dans la famille Ngongan depuis samedi dernier au lieu dit Ekolko, quartier 8 bis en Konsamba. Le petit-fils Ngongan, qui aurait eu 3 ans le 22 septembre prochain et entamé déjà son école ce lundi 6 mai, dans ses jeux, s'est retrouvé sous le véhicule en dépannage de son grand-père, non loin de la maison. Étonnante maladresse des mécaniciens qui malheureusement ont déplacé le véhicule sans se rendre compte de la présence du petit Ngongan juste en dessous. J'ai fait le déjeuner à l'enfant. Il a bien pris son déjeuner. Je suis allé prendre mon petit bain. Lui-même, il m'a dit « Bye, grand-mère ». Alors que je vais au marché. J'arrive au marché. Il y a une dame qui m'appelle. Elle dit que mais tu viens d'où? Je dis que je vais faire le marché. La façon qu'elle m'appelle, il s'agit de Micheline. Ouais. Micheline quoi, mais je lui dis qu'est-ce que c'est passé? Elle dit non, Madame Fonny est passée avec un enfant sur la moto en pleurant. Je dis que mais est-ce que c'est mon enfant alors? Elle-même dit qu'elle ne sait pas, mais elle a vu Marisona descendre aussi sur la moto. Je dis. Le grand-père Emmanuel Ngongan, qui avait pourtant décalé l'heure de son voyage avec son petit-fils ce même jour, le temps de réviser son automobile, revient en sanglots à la maison, appelé d'urgence pour constater le deuil. J'ai compris le cri des enfants dehors. Parce que samedi matin, au quartier, il n'y a plus de grandes personnes. Je me suis mise dans ma chambre, j'ai regardé, j'ai vu comment les enfants étaient en train de crier. J'ai appelé mon fils, j'ai dit à mon fils, va voir ce qui se passe là dehors. Il m'a dit, normalement, ces enfants sont en train de jouer. Je me suis compris un deuxième cri. J'ai pas peur même de sortir. J'arrive donc, je trouve qu'il y a un enfant couché en bas de la voiture. J'ai donc pris l'enfant sur moi, j'ai amené à l'hôpital. C'est sur le chemin de l'hôpital que le petit va rendre l'âme. Un incroyable accident qui doit interpeller les parents et redoubler la vigilance de ceux-ci sur l'encadrement et la veille des enfants dont ils ont la charge. Les circonstances de ce décès troublent davantage de douleur la famille éprouvée. Problème d'insécurité, problème de reprofilage des routes, problème d'éclairage public. Ce sont entre autres griefs qui ont été portés à l'attention de l'exécutif municipal de Douala 5e qui effectue une tournée dans les différents quartiers depuis plusieurs semaines à l'effet de prendre le pouls des problèmes qui minent le quotidien de leurs administrés. Reportage de Robert Charlitok. À Douala 5e, les problèmes des populations sont les mêmes. Insécurité, absence de route et bien d'autres. Des difficultés dont des solutions sont toutes trouvées
par le maire de la commune de Douala 5e, Gustave Ebanda. C'est un combat dans tout le Cameroun pour les villes propres. Et c'est très important. Voilà pourquoi nous, Bonabéiké, nous disons merci pour l'initiative qu'il a prise, n'est-ce pas, pour associer le village Bonabéiké, n'est-ce pas, dans ce programme-là. La visite de travail de l'exécutif communal de Douala 5e s'est poursuivie dans les villages Bonabéiké et Lundi. Pour encourager les populations à garder leur environnement sain, brouettes, pelles, machettes, fourches ont été distribuées. Je crois que la décision de prendre du matériel, du menu matériel pour l'entretien et le travail d'investissement humain est très important pour nous. Ça va nous permettre de continuer à travailler dans les travaux d'investissement humain au niveau du village. Et nous attendons bien entendu des moyens un peu plus importants, dans les limites des moyens de la mairie bien entendu. Au-delà de l'installation des comités d'hygiène et de salubrité, des doléances ont été portées par les populations et des solutions toutes trouvées. Il n'y a aucune condition particulière à remplir pour avoir accès à l'engin à Douala 5e. Il suffit seulement que les populations nécessiteuses se prononcent et qu'ils viennent à la mairie pour que nous puissions faire ensemble une programmation. L'engin est à la disposition de la population sur instruction du maire. Et c'est le maire qui met le carburant dans l'engin. Les jeunes ont été sensibilisés sur les différents programmes engagés par le gouvernement en vue de leur insertion sociale. Pour la gestion participative dans les villages, des populations ont été exhortées à créer un conseil général dans chaque village. La problématique des peuples autochtones en débat en ce moment même à Douala. Les communautés déportées de force en Afrique centrale participent à un comité de pilotage à l'effet d'accroître leur participation à la gestion des écosystèmes forestiers. À propos, je vous propose justement Venant Messé, qui est membre du réseau des peuples autochtones. Il a été rencontré par Lille Pigeot. Et le réseau des peuples autochtones et des communautés locales d'Afrique centrale dans le cadre de la gestion des écosystèmes dans ces forestiers d'Afrique centrale pour prouver et démontrer au grand jour quels sont les problèmes que nous voulons voir être résolus dans notre écosystème. Nous avons sorti un plan stratégique avec l'accompagnement des organisations comme la GIZ et la Banque mondiale, notamment dans le cadre des projets liés à RED+, et pour le renforcement des capacités des peuples autochtones. Alors, la gestion des forêts, du foncier, c'est vraiment des questions criardes en ce moment dans la sous-région où des grands projets se mettent en place sans qu'on intègre les points de vue et qu'on se rende même en évidence qu'il y a des gens qui habitent ici. 2 jours après la célébration de la journée consacrée aux sages-femmes, la mortalité maternelle et infantile préoccupe cette catégorie socio-professionnelle. Pour inverser la tendance, donc, une campagne de sensibilisation a été initiée par les maïtusiens et les sages-femmes dans le but de sensibiliser les femmes en ce qui concerne justement les méthodes de contraception urgentes et efficaces. Karel Mezatiachoya. Selon l'enquête démographique de santé de 2011, au Cameroun, le ratio de mortalité maternelle est de 782 décès pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité des enfants de moins d'1 an est de 62 décès pour 1000 naissances vivantes. Pour réduire ces chiffres alarmants, les sages-femmes et maïticiens ont un rôle important à jouer. Seulement, ces acteurs de la santé maternelle se heurtent à des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Le véritable problème, c'est le chômage. Parce qu'il y a au moins 70% qui chôment. Il y a plein d'études, même dans le monde entier, qui ont prouvé que sans la sage-femme, sans une bonne organisation, sans une bonne prise en charge de cette partie de professionnelle, la mortalité maternelle ne peut pas s'améliorer. Et je peux vous mettre un défi. La preuve est que les 3 cas d'accouchement, dans tous les hôpitaux, c'est dans leurs bras. Malgré cette situation, ces professionnels de la santé ne cessent de multiplier les stratégies pour sauver la vie des femmes et des enfants. C'est ce qui justifie l'organisation de plusieurs activités, notamment une causerie éducative avec les femmes à Yaoundé sur les méthodes contraceptives et l'importance de la planification familiale. C'est dans le cadre de la Journée mondiale de la sage-femme, célébrée ce 5 mai. Et nous interpellons toutes les femmes de la communauté à adhérer au planning familial, qui est un module qui permet de lutter
contre la mortalité maternelle qui est grandissante dans notre pays. Les méthodes contraceptives permettent d'espacer les naissances, c'est-à-dire d'accoucher au moment où on désire la maternité, au moment où on est disposé physiquement, psychologiquement et financièrement, parce qu'un accouchement se prépare. Des échanges similaires ont été organisés dans l'extrême nord. La police municipale est de retour à Yaoundé, trivialement appelée Awara. Après 30 jours de suspension, elle reprend du service et la levée de la suspension est intervenue il y a 24 heures et c'est par un arrêté du préfet du Foundi rendu public que la nouvelle a été annoncée. Mais ce retour est encadré par l'autorité administrative et sécuritaire qui veille sur la formation de ces agents commis pour lutter contre le désordre urbain, notamment l'occupation anarchique des trottoirs par les commerçants et la circulation non contrôlée des mototaxis. Le préfet Jean-Claude Tilla a par ailleurs décidé de l'interdiction des mototaxis dans le centre-ville et indique que ceux-ci sont rattachés désormais à une commune. La police municipale, dont les nouveaux uniformes sont aussi annoncés, sont chargés d'y veiller. Et retour donc d'Awara dans le 19h50, nous y reviendrons plus en détail. Depuis hier, justement, la communauté musulmane mondiale et celle du Cameroun en particulier observe le mois de Ramadan rendu à sa deuxième journée. Je vous propose d'effectuer un tour dans les différentes mosquées à Fumban, dans le département du Noun, pour vivre les prières, les prêches, l'adoration, les salmodis qui sont effectuées. Et dans ce reportage, on vous précise les conditions physiques qu'il faudrait avoir pour vivre ce quatrième pilier de l'islam. C'est un reportage de Njoya Nourdi, notre correspondant, avec le concours de Robert Charlitok. Et c'est à nouveau reparti. Depuis quelques heures, les fidèles musulmans de la ville de Fumban sont soumis au jeûne du Ramadan. Dans les mosquées, les actes d'adoration, tels prières, prêches, psalmodies du Saint-Coran, se multiplient. En effet, durant un mois, les fidèles musulmans vont s'abstenir de manger, de boire et bien d'autres, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le Ramadan, c'est un mois de reconnexion avec Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois de purification chez les musulmans. C'est un mois, en d'autres termes, on peut dire un stage pour les croyants. Parce que dans le Ramadan, il y a trop de choses qu'un musulman doit accomplir. Parce que aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إذا دخلت الرمضان سفيدت الشياطين وغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان. Tant que le mois de Ramadan arrive, on bloque, on enchaîne tous les shayatines. Le Ramadan constitue le quatrième pilier de l'islam. Pour ceux ne pouvant tenir la période du jeûne, une compensation est possible. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la force, la possibilité justement d'entrer à ce mois de Ramadan. Mais par la grâce de Dieu, on a bien débuté le Ramadan. Que Dieu nous donne la force, la paix et encore la tranquillité de passer toute cette journée de Ramadan par la grâce de Dieu. Nous prions Dieu, que Dieu nous donne la possibilité de bien jeûner justement. En rappel, le Ramadan correspond au 9e mois de l'année musulmane selon le calendrier lunaire. Et c'est durant ce mois que le Coran était descendu comme guide pour les croyants. Accélération de l'investissement vietnamien au Cameroun, très envisagé. Le Premier ministre Dion Ngouté, Premier ministre camerounais s'entend, a reçu en audience hier le vice-ministre vietnamien chargé des affaires étrangères, émissaire de son gouvernement. Et au menu de la rencontre, le débat portait justement sur quel secteur d'activité, en dehors du Vitel, Hanoï pourrait investir davantage de l'argent. Compte rendu de Rodrigue Tonguet. Un hôte de marque se joue au cabinet du Premier ministre, Nguyen Quoc Nquan, vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, envoyé spécial du Premier ministre de son pays, Nguyen Xuan Phuoc. Au menu de cet échange, le renforcement de la coopération économique et commerciale entre Yaoundé et Hanoï. Le plus gros investissement vietnamien au Cameroun étant l'opérateur téléphonique Nextel, à hauteur de 250 milliards de francs CFA. La question de son portefeuille est évoquée entre les deux personnalités.
Sujet entre autres contenu dans un pli fermé du Premier ministre vietnamien pour une solution urgente à la relance du troisième opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. The governments, both Vietnamese government and the Cameroon governments. Les deux, le gouvernement vietnamien et le gouvernement camerounais sont d'accord pour se mettre ensemble. Nous allons apprécier les problèmes qui se posent dans l'affaire Nestel-Viettel. Nous ferons ce qui est possible pour que les parties résolvent leurs problèmes dans un règlement gagnant-gagnant. On a win-win basis. Plus tard, après l'immeuble Étoile, c'est avec le ministre des Relations extérieures à son département ministériel que la question des investissements vietnamiens au Cameroun est évoquée. Hanoï entend s'investir dans le secteur de l'hôtellerie, du ciment, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le Vietnam mise donc sur le Cameroun. Son gouvernement vient s'assurer ici que les investissements privés et publics consentis en direction de notre pays sont sécurisés. Du rugby à 13 pour les rugbymen camerounais et surtout pour la finalisation d'une équipe nationale. De nombreuses résolutions ont été prises pour permettre à cette discipline de tracer sa voie au Cameroun. À cette rencontre était notre reporter Aimé Moukoko. Il faut valoriser le rugby à 13 au Cameroun. C'est l'une des grandes résolutions de l'Assemblée générale de la Cameroon Rugby League qui a pris la balle au rebond après une longue zone d'ombre qui a enfoui la pratique de la balle ovale dans les entrailles. Le rugby à 13 renaît et se veut dans les normes internationales, qu'on soit au Cameroun ou ailleurs. Est-ce que le rugby à 13 qui se joue au Cameroun est le même rugby à 13 qui se joue en France, en Angleterre, au Bénin ou au Congo? Et quand nous tous on s'est posé cette question au niveau de l'Assemblée générale, on se rend compte qu'un groupe devrait avoir les mêmes objectifs. Dans ce groupe, on est en train de travailler, c'est-à-dire de la même manière qu'on est en train d'éduquer nos éducateurs, nos techniciens, c'est de la même manière qu'on devrait aussi éduquer nos administrateurs sportifs qui vont vivre la philosophie du rugby à 13. Le rugby à 13 est l'un des sports à la base qui va vers les communautés. La Ligue camerounaise de rugby à 13 travaille ainsi pour mettre sur pied une équipe nationale, dames et messieurs, mais déjà veut développer davantage les deux pôles actifs de Douala et de Yaoundé. La différence qui existe entre le rugby à 15 et le 13, c'est un défi. Et nous sommes actuellement dans une démarche qui va vers le sens d'obtenir une fédération de rugby à 13. En projection, un tournoi le 25 mai prochain, telle une plateforme qui jettera dans l'arène les meilleurs athlètes de cette discipline au pays, tant chez les messieurs que chez les dames, car le respect du genre est prioritaire dans ce projet. L'Assemblée générale du week-end dernier à Douala de la dite Ligue était aussi une amorce au tournoi Mea Cup au mois d'octobre prochain avec la participation d'une équipe du Cameroun aux côtés du Maroc et le Nigeria, pays hôte. Rendez-vous désormais dans les stades pour le rugby à 13. Restons en sport, rendu à la 3e journée des Jeux universitaires 2019, 22e édition, il faut le dire, une douzaine de médailles déjà glanées et en tête de peloton, l'INJS qui totalise 8 médailles, dont 5 en or. Voyons tout cela avec le concours de notre envoyé spécial à Tiang, Alex Lembe. On n'a pas attendu un coup de sifflet pour que les métaux précieux commencent à avoir des propriétaires. Les médailles ont commencé à tomber depuis ce lundi, en sport individuel notamment, le sport paralympique qui a fait obtenir à l'université de Chang sa première médaille en or. En athlétisme, dans les différentes courses rapides, notamment les 100 mètres, dames et messieurs, l'INJS s'est imposé à Banjul avec 7 médailles en or, se hissant ainsi sur la plus haute marche du podium à l'issue de cette 3e journée des Jeux. L'Institut universitaire Sianto, avec ses 4 médailles en or, obtenues au sport paralympique notamment, javelot et disque, est la première institution privée au classement pour l'instant. Avec dans sa JBC 4 médailles en or, 2 en argent et 2 en bronze, soit un total de 8 métaux. Un résultat qui apparemment galvanise les responsables. Ce qui justifie le résultat, c'est que le président a mis les petits dans les grands, comme je disais, dans la préparation. Parce qu'on n'a ménagé aucun effort. Déjà, on a construit les structures, on a ouvert un centre de tennis, on a ouvert un complexe multisport. Et ça a créé l'humiliation. Et aujourd'hui, on a le sportif de
de haut niveau comme vous pouvez le voir. L'université de Ngaoundéré vient compléter le podium avec sa 3e place suite à 2 médailles en or, 4 en argent et 5 en bronze pour un total de 11 métaux. Une position qui prouve que les COPS de Dang ne sont pas venus à Tchang en victimes résignées mais plutôt en véritable concurrents. Les disciplines collectives, quant à elles, continuent bon an mal an leur quête aux médailles avec des éliminatoires qui se poursuivent. Et les prochaines médailles seront connues dans l'après-midi, précisément à Banjul et à Fumban, qui font partie des sites qui accueillent les Jeux universitaires dans la région de l'Ouest Cameroun. Restons justement à Banjul pour parler de ce transfert de compétences, d'astuces entre l'ancienne génération d'hommes d'affaires et la nouvelle génération d'hommes d'affaires qui vient de s'effectuer à Banjul. Une rencontre couverte par Walter Bertrand et Dimitri Foucault. Impliqué d'ailleurs estampillé du nom du patriarche Victor Fosso, qui incarne tout un label, c'est une fierté, pas seulement pour notre chef de. Le passage de témoin entre deux générations d'industriels du Cameroun suscite l'admiration et comble de joie hommes d'affaires, intellectuels, opérateurs économiques réunis à Banjul. Une illustration symbolique, la remise du prix du capitaine d'industrie, le patriarche Victor Fosso par le président exécutif du groupe social du 30, qu'accompagnaient les fleurs du 30 de leurs épouses. Très grand patriarche, cher père, cher grand-père, tu mérites ceci. Merci pour tout, surtout pour tes conseils, surtout pour ce que tu viens de dire, que le groupe social du 30 survivra de génération en génération. En effet, l'année dernière, lors de la Nuit des pionniers, fondateur de l'économie camerounaise organisée par le GICAM, une catégorie particulière avait polarisé l'attention des participants, celle des industries. Le patriarche lauréat hors échelle. Dans l'inventaire, le jury avait trouvé que ce bâtisseur infatigable avait plus d'une dizaine d'unités industrielles au Cameroun et au-delà de nos frontières. D'ailleurs, l'histoire avait raconté qu'avant lui, il n'y avait eu personne qui avait fait autant. Malheureusement, ce jour-là, absent du pays pour problème de santé, au retour gracieux au bercail, la transmission symbolique s'est déroulée dans une ambiance de retrouvailles empreinte d'amour, d'échange et de partage. Je dis que Dieu est grand. Je suis venu les trouver. Je suis plein de joie de les revoir aujourd'hui moi-même. Et que cette association devait continuer devant moi comme ça. Après moi, il faut que ça continue. Le groupe social du 30 est un cercle constitué d'industriels, d'hommes d'affaires, des acteurs du développement. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Prenons la direction de l'Afrique du Sud où s'est ouverte hier la deuxième session de la 5e législature du Parlement panafricain et à l'entame des travaux, les partenaires qui s'y sont rendus justement ont fustigé le clair-obscur de certains membres. Compte rendu de cette rencontre avec le concours de notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Ghislain Pierre-Essonneau. L'Afrique, c'est aujourd'hui 16% de la population mondiale, mais elle compte 60 millions de réfugiés et plus de la moitié des déplacés internes du monde. Chiffre préoccupant, largement suffisant pour préoccuper les représentants des peuples africains. La rentrée du Parlement panafricain à Midrand en Afrique du Sud, ce 6 mai 2019, donne le temps de travaux qui vont s'atteler à la recherche des solutions durables face à ce phénomène. À l'observation, fustige le Parlement panafricain des Occidentaux qui font usage des rébellions internes. Ouais, nous savons clairement qu'aujourd'hui, nos relations sont des relations troubles avec les Occidentaux. Ils servent leurs intérêts géopolitiques. Il y a cela, mais aussi la malgouvernance. Le Gabon par son Parlement l'a dit en guise de causes identiques à l'absence d'état de droit, à la corruption et à la non-redistribution des fruits de la croissance et donc des biens communs. Gabon et Congo tiennent là un même discours.
les conflits politiques doivent se régler par le dialogue. Il faut qu'on promeuve le dialogue comme moyen de règlement des situations qui interviennent. Invité d'honneur à cette plénière d'ouverture, la présidente du Conseil fédéral national des Émirats arabes unis, Dr Amal Abdullah Al-Oubazi, qui accordera des audiences à des personnalités, parmi lesquelles le ministre camerounais en charge des relations avec les assemblées, François Bolvin Wakata, a noté l'arrivée de nouveaux députés africains en provenance de l'Algérie, du Lesotho, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et autres Ouganda. Fin de ce journal, merci de nous avoir regardé. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 16h dans le cadre d'Écho des régions. Bon après-midi sur Canal 2 International.